La voie révolutionnaire choisie à Venezuela, comme dans les autres pays, est une voie qui nous parle, parce que nous faisons la même chose. Qu'est-ce qu'on fait, camarades? Ça, c'est un cas concret de révolution. La révolution, c'est pas un sujet c'est un sujet concret. C'est une stratégie qu'il faut mener, comme nous-mêmes nous en avons une en France. Et après, il faut non seulement conquérir le pouvoir, mais l'exercer d'une manière révolutionnaire. Il a donc fallu que les camarades, et Chavez en particulier, fassent deux choses en même temps. Transformer un peuple révolté en peuple révolutionnaire, ce n'est pas la même chose, et créer un parti de la révolution. La conquête de l'hégémonie politique a un préalable. Il faut tout conflictualiser. Tout conflictualiser. Si vous laissez passer, les choses passent avec la grammaire et la syntaxe, le consentement à l'ordre. Tout doit être interpellé, tout doit être conflictualisé dans un premier temps. C'est ça les leçons. Comment croyez-vous qu'on transforme un peuple révolté en peuple révolutionnaire? Comment sa conscience peut-elle s'éveiller? Par les discours, bien sûr, mais par la pratique de la lutte, par l'observation consciente des agressions de l'adversaire. Voilà ce qui se passe. Comme l'a dit Chavez, reprenons une phrase de Trotsky. La révolution avance sous le fouet. Mais je veux pas rencontrer avec vous. Je veux pas. Mais pourquoi? Je veux pas, connard. Mais c'est pas la peine de m'insulter. Dégage. Je te connais pas. Mais vous dites comme un... L'appelez le chien. Eh ben, je parle comme je veux. Vous ne parlez pas comme ça. Et ce que vous ferez si je suis élu. Car vous obéirez. Vous obéirez comme les autres. Sautez que des débris comme vous. Voilà. Flottez à la surface. Personne ne me touche. Ma personne est sacrée. Au nom de quoi? Qui vous a donné cet ordre? Arrêtez! La République, c'est moi! Et vos sujets de merde, vous allez les faire avec des gens qui veulent répondre à la merde. Non, mais ce que je veux dire... Non, c'est fini. Terminé. Tu fermes ta petite bouche. Regardez-moi ce gros imbécile. Vous êtes un gros imbécile. Voilà, Parce c'est bien que, ce que je disais. espèce d'imbécile. Ouais, comment tu le sais? Vas-y, dis-le voir. Je te taperai pas. Tu es un crétin et c'est tout. De trouver le chemin vers la réconciliation avec, y compris avec les terroristes eux-mêmes et les personnes qui sont poursuivies. Avec les terroristes. Donc vous voulez instaurer un permis de voter. Le citoyen inculte et irresponsable n'aura plus voix au chapitre. C'est une drôle de démocratie, ça, quand même. Défenseur des salariés, de la classe moyenne, de la classe pauvre, le porte-drapeau de la lutte sociale acharnée, le fer de lance de l'esprit révolutionnaire, l'adorateur de Robespierre, de Chavez et de bien d'autres, celui qui a mangé pendant plus de 30 ans au Parti Socialiste pour ensuite changer de crèmerie. Alors il était membre du Parti Socialiste à partir de 1976, ensuite il a été élu conseiller municipal de Massy en 1983, ensuite conseiller général de l'Essonne en 1985 et sénateur en 1986, et il est également ministre délégué à l'enseignement professionnel de 2000 à 2002 sous le gouvernement de Lionel Jospin, lors de la période de cohabitation avec Jacques Chirac. Et il fait partie aussi de l'aile gauche du Parti Socialiste jusqu'au congrès de Reims en 2008, à l'issue duquel il quitte ce parti pour fonder quoi? Le Parti de gauche, dont il devient d'abord président du bureau national, puis coprésident jusqu'en 2014, et maintenant on le connaît sous la bannière LFI, NUPES. Alors ça, c'était du Wikipédia. Mais ce qui va suivre, c'est pas précisé sur Wikipédia et c'est bien dommage. Parce que cette jolie carrière passée à user sa vie pour nous défendre, eh bien, a été bien rémunérée. Et par qui? Par toi, oui, toi qui galère tous les jours. J'use ma vie à vous défendre. J'use ma vie. J'use ma vie. J'use ma vie. Alors rentrons un peu dans le détail pour comprendre vraiment de quoi on parle et à qui on a affaire. Mélenchon fait partie des 5% de Français les plus riches en France, avec un revenu estimé actuellement à 5 800 € net par mois. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce mec a été franc-maçon. Alors il l'est peut-être encore, j'en sais rien. Mais en tout cas, il côtoie de très près les 1% de Français les plus riches. Vous savez, ceux qu'il combat toujours devant la caméra en fait. Mais il les côtoie quand même. Et attendez, c'est pas fini. En termes de patrimoine, il fait également et largement partie des 5% de Français les plus riches, avec un patrimoine estimé à 1,5 million d'euros. Et sans parler de tous les privilèges qui lui sont accordés, comme à tous les députés et les autres. Tu fermes ta petite bouche. On peut donc dire que Jean-Luc Mélenchon fait partie de l'élite de la haute classe sociale. La République, c'est moi! Et l'hypocrisie, le pire de tout ça, c'est que ce monsieur ne cesse de l'agresser et de la critiquer
Cette haute classe sociale de laquelle il fait lui-même partie, grâce à quoi? Grâce à l'argent public, donc grâce aux impôts des Français qu'il prétend défendre. J'use ma vie à vous défendre. Et qu'ils l'ont gavé pendant des décennies. Je veux pas, connard. Mais pourquoi vous voulez pas pour vous les Mais vous dites rien. Oben beginnen und ganz unten erst enden. Für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingesetzt habe. Faut éviter de me toucher là, les gens. Sur le Venezuela parce que c'est mon pays. C'est son pays. Si c'était votre pays. Non, madame. J'y ai toute ma famille. Et alors, c'est pas une d'ailleurs, raison. on m'interdit d'y Vous aller. êtes une opposante, vous avez le droit. Mais essayez pas de vous mettre Mais les pourquoi le acquis. dialogue n'est pas possible avec vous? Oui, non, madame, on peut pas parce que je suis d'essence dictatoriale, c'est bien connu, comme mon ami Mais vous Hugo le prouvez. Chavez, et ainsi de suite. Vous le prouvez. Madame, Vous savez, oui, Louis je Boyard le et suis. son Je groupe suis politique et son parti politique n'appelleront jamais au calme. Parce que c'est leur fonds de commerce. Vous pouvez lui parler directement. Il n'existe. Oui. Il n'existe que parce que justement, il y a cette, vous surfez sur les colères. À aucun moment vous n'apportez de solution. À aucun moment vous mettez des propositions concrètes, constructives. J'ai été au ministère de la ville pendant 2 ans. Jamais, au grand jamais, un député de la France Insoumise n'est venu me voir pour me dire voilà ce qu'il faut faire dans les quartiers, voilà de quoi souffrent nos quartiers. Vous surfez sur cette colère. Donc vous n'appellerez jamais au calme parce que ces jeunes sont un bouclier pour vous. Ils sont un bouclier pour votre projet politique. Ils sont un bouclier pour finalement vous faire exister parce que sans ça, vous n'existez pas. Sans cette révolution, sans cette colère, vous n'existez pas. Elle est là, la réalité. Donc bien évidemment, vous n'appellerez pas au calme. Bien évidemment que vous ne le ferez pas. Parce que si c'est calme, vous n'existez pas. Voilà, elle est là, la réalité. Madame. Donc oui, il faut appeler au calme. Parce que moi, je ne veux pas que cette jeunesse soit sacrifiée. Parce qu'effectivement, la colère, elle est légitime. Et vous aurez compris à mon ton que je suis en colère. Que les images de Naël, je n'arrive pas à les accepter. Donc moi aussi, je suis en colère. Et je suis aux côtés de cette mère de famille qui a perdu un enfant qui est à peine plus âgé que le mien. Donc moi, je ne veux pas justement que nos jeunes soient blessés. Je ne veux pas que nos jeunes aillent en prison. Vous voyez? Donc ils ont une colère, ils ont un message, ils ont des revendications. Il faut les écouter et il faut travailler. Mais ça, vous en êtes incapable. Sur le Disneyland habituel, le méchant monsieur Poutine d'un côté et les très gentils gouvernements de Kiev qui sont tout de même des gens aussi féroces qu'on peut l'imaginer. Après tout, ce sont quand même des néo-nazis pour une partie d'entre eux. Poutine, est-ce que vous êtes pour ce qu'il est en train de faire en ce moment en Syrie? Oui. Ah bon? Il fait quoi là en Syrie? Je pense qu'il va régler le problème. Enfin, vous ne savez croyez que 80% des frappes Vous de ne Poutine pouvez pas. ne concernent pas Daesh mais et l'État islamique, mais concernent les rebelles. Oui, bien sûr. Oui. Ce n'est pas vrai. Il n'est pas vrai que la Russie soit une menace pour la paix du monde. C'est un mensonge. C'est un acte de propagande destiné à justifier un projet politique en Europe. C'est la construction, comme idéal européen, après le Brexit et après l'échec de tout le reste, d'un bavardage qui est appelé Europe de la défense, qui est entièrement construit sur l'idée qu'il faut se regrouper face à une menace qui, à mes yeux, n'existe pas. Pour moi, la Russie n'est pas un ennemi, mais un partenaire. Quelle attitude faut-il avoir dans l'actualité, par exemple, au moment où la Russie masse des troupes à sa frontière ukrainienne? Ah bon, elle masse des troupes. Et les Ukrainiens disent quoi? Mais pas du tout, personne ne masse rien, c'est un jour de guerre comme un autre. Écoutez, tout ça, c'est du pipeau. Les Russes ne sont pas des adversaires. Je considère que ce sont les États-Unis d'Amérique qui sont dans la position agressive, et non pas la Russie. Les pays européens qui ont fait le choix, on les a laissés entrer dans l'Union européenne qu'à cette condition, qui sont entrés parce qu'ils avaient d'abord signé leur entrée dans l'OTAN. À vos yeux, Vladimir Poutine, c'est un autocrate ou un démocrate? Question simple qui appelle, si vous voulez bien, une réponse simple. Non. Non, parce que ça m'indiffère. Dans cette affaire, vous considérez-vous que c'est l'OTAN l'agresseur ou que ce sont les Russes? C'est l'OTAN l'agresseur. Sans aucun doute. Les États-Unis d'Amérique n'ont pas à annexer l'Ukraine dans l'OTAN. De toute façon, il peut tenter. À chaque fois, il joue chaque année il perd, et puis après, chaque année, il recommence. Les Français l'ont envoyé à la retraite à l'occasion des élections présidentielles et législatives, et Papy fait de la résistance pour le 3e tour. Et puis quand il perdra le 3e tour, il viendra pour un 4e tour et un 5e tour. Le sujet essentiel, c'est qu'est-ce que c'est que Jean-Luc Mélenchon et qu'est-ce qu'il défend concrètement. Jean-Luc Mélenchon incarne le parti du désordre parce qu'il ne vit uniquement sur la question du désordre. C'est un professionnel pour aller foutre le bordel
partout où il passe. Dans les partis politiques, au Parti socialiste, ils l'ont jeté dehors. Hollande et compagnie l'ont jeté dehors comme un malpropre parce qu'il faisait n'importe quoi et qu'il cassait le Parti socialiste. Chez les communistes au départ, ils faisaient alliance avec eux et puis après ils l'ont foutu dehors aussi parce qu'ils en voulaient pas et que Fabien Roussel n'a même pas voulu faire alliance avec lui. Finalement, ils l'ont fait, mais à reculons, comme on le dit. Et puis au final, maintenant, il a un parti de désordre dans la mesure où la NUPES est désorganisée et chacun utilise les affaires de l'autre pour se taper dessus. Et Jean-Luc Mélenchon essaie de faire croire aux Français qu'il défend les salariés, mais est-ce qu'une seule fois en 40 ans de carrière de vie politique, Jean-Luc Mélenchon a défendu un seul salarié? Est-ce qu'en 40 ans de vie politique, Jean-Luc Mélenchon a défendu un seul travailleur populaire? Il parle de front populaire. Ce n'est ni un front et c'est ni populaire, dans la mesure où ils sont désorganisés et il n'y a pas un seul électeur populaire parce qu'il n'y a que des bourgeois qui viennent en fait venir casser à Paris parce que c'est le passe-temps du dimanche et c'est leur prétendant de révolution parce qu'ils veulent protester contre leurs parents. Et c'est aux Français de subir la rébellion de ces gens-là parce qu'ils ont rien à faire de leur vie. Non, c'est ça. C'est une honte! Dégage! Cassez-vous! Salopard! Dégagez! Le bâtard, moi! Et vous êtes prêts à licencier la moitié de ces gens-là? C'est lui qui se fait. Non mais tout le monde. Caron, chien, casse-toi! Casse-toi! Parce que depuis tout à l'heure, on a tous les poncifs et c'est incroyable. Vous n'arrêtez pas de rappeler que les policiers ont des règles à respecter. Et je vous confirme que c'est le corps le plus inspecté, le plus surveillé de tous les corps qu'on a dans notre pays. Mais par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a que les policiers qui, pour vous, doivent respecter des règles. Vous-même, je veux le redire, vous vous êtes affranchis des règles. Arrêtez de mettre sur le même plan les délinquants et les policiers. On est aujourd'hui dans une inversion totale de valeurs dans notre pays où respecter la loi devient quelque chose de transgressif. Et moi, quand les policiers interpellent, il faut obtempérer, Madame Rousseau. Quand il y a des lois, il faut les respecter, Madame Rousseau. Quand une manifestation est interdite, elle ne doit pas avoir lieu, Madame Rousseau. Et quand un individu s'en prend à une commissaire de police, on verra si c'est le cas. C'est normal qu'ils soient interpellés. Il y a 2 policiers à Marseille qui ont été agressés, Madame. Vous n'avez pas eu une parole pour eux. Depuis tout à l'heure, vous nous parlez des... Ce que ça me tient à cœur, c'est que tous les progrès qui ont été faits pour que la femme devienne maître de son corps, tous ces progrès, pardonnez-moi de vous le dire, ont été faits contre les religieux. Pensez que l'accouchement sans douleur dans les années 50 a été condamné avec férocité par le pape de l'époque qui était Pie XII. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on enseigne à toutes les petites Françaises de toute origine qu'elles ont le droit de ne pas être vierges, que leur corps est à elles, qu'il n'appartient ni au père, ni au mari, ni à personne. Et c'est cet enseignement de la maîtrise de soi, de la liberté, qui est exactement la caractéristique d'une démocratie. Elle est dans la tête de ceux qui veulent pratiquer leur religion, et ils ont le droit de le faire, mais conformément à la loi. Il n'existe aucune liberté absolue dans ce pays, comme dans tous les pays, sauf une, la liberté de conscience. Mais la liberté de conscience, c'est là que ça se passe. C'est pas dans la rue. C'est pas sous la contrainte que ça se passe. Et tout le reste est organisé. La loi rentre partout, elle rentre chez vous, elle rentre dans votre frigo à propos de ce qu'il y a dedans, elle rentre dans vos relations d'homme-femme, de couple. Un homme n'a pas le droit de battre sa femme, quand bien même il est marié avec, et ainsi de suite. Vous voyez ? Mais la loi est-elle suffisante sur ces questions-là ? Mais oui, il faut arrêter un peu d'en rajouter sans cesse. Il faut maintenant... Je prends l'exemple des universités. Je vois qu'il y a un débat qui a lieu. Est-ce qu'on peut venir voiler ou pas à l'université ? D'abord, on parle d'adultes. Donc on ne parle plus d'enfants. On ne parle plus d'enfants dont la conscience est en construction et que l'on doit protéger des dogmatismes, quels qu'ils soient. On parle de jeunes gens qui sont majeurs. Par conséquent, leur situation entre sous le coup de la loi ordinaire. Alors déjà, on vient pas en cours déguisé. Vous avez été secrétaire d'État. Vous savez qu'il y a des profs qui, des fois, n'acceptent pas qu'on vienne habillé en huron. Ils peuvent aussi admettre qu'on n'arrive pas déguisé en afghan ou en je ne sais quoi. Bon. Mais pour le reste, la liberté de se voiler la tête, que voulez-vous qu'on y fasse ? Bon. C'est un problème. Mais mes amis, mes camarades,
là je parle à mes camarades à travers vous, il y a des chrétiens dedans, c'est à vous de faire le travail. C'est à vous d'aller parler avec les gens, de dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est à vous d'aller dire tu m'offenses par ton comportement, parce que moi qui crois ceci ou cela ou qui ne crois rien, je crois à l'égalité de la femme et de l'homme, et je n'ai jamais cru que Dieu veuille rabaisser l'un par rapport à l'autre. Alors pourquoi tu acceptes un signe de soumission? Je l'ai signalé et je vais demander à ce que ces vidéos ne circulent pas. Et malheureusement, elles l'ont été. Enfin, je voudrais que l'opposition assume le fait que pendant que vous rendiez hommage à Vincent Jeanbrun et Stéphanie Von Heu, ils ont refusé de se lever et de les applaudir. C'est ça qu'il faut assumer, mes chers collègues. Et que vous ayez honte que cette vidéo circule, c'est votre problème. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.